J'espère que vous avez apprécié les sessions de hier, pour ceux qui étaient déjà ici hier. J'espère que vous avez apprécié le keynote, qui vous donne un tout petit peu la vision globale sur les produits, sur SQL Server. Bienvenue à cette session disponibilité. Donc, 3 présentateurs sur cette session, histoire d'avoir peut-être différents sons de cloche, différents retours d'expérience. Sachez que globalement, nous sommes tous les 3 DBA ou ex-DBA en production. Donc, on a pas mal de choses à vous raconter sur la partie disponibilité. Il y aura, j'espère, du temps pour les questions. Si ce n'est pas le cas, à la fin de la session, n'hésitez pas, vous cherchez les t-shirts rouges, vous nous attrapez entre 2 sessions dans un couloir. On se fera un plaisir de vous répondre. Très rapidement, présentation. Donc, je m'appelle Christophe Laporte. David et David, ce sera pas simple. Mais bon, ils vont se présenter en suivant. N'hésitez pas à nous envoyer des emails, à nous contacter sur Twitter, à lire nos blogs. On va publier pas mal de choses sur la haute disponibilité. David, à toi. Ok, moi je m'appelle David Barbarin. Donc je suis DBA, enfin ex-DBA, plutôt consultant maintenant. Donc ça fait un petit moment que je travaille avec SQL Server depuis 2002. Je pense que je suis le plus jeune ici, vu les dates. Donc depuis la version 7 jusqu'à 2014 maintenant, qui n'est pas encore en production. Je suis Certified Trainer, Certified Master et MVP. Et donc voilà, si jamais vous voulez, vous avez du temps libre, j'ai un blog. Où je raconte mon histoire sur la haute disponibilité, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Et donc David Bafaleuf, je suis comme mes collègues, ancien DBA de production sur SQL Server depuis une paire d'années, un peu plus de 10 ans. Maintenant je suis aussi consultant formateur chez Capdata. Voilà, pareil, blog, Twitter. Moi, je voudrais juste rajouter un petit truc sur Twitter. Je ne sais pas si vous utilisez pas mal Twitter, mais il faut savoir que dans la communauté Microsoft, c'est un outil qui est très très utilisé, et notamment pour l'aide. Vous avez notamment un hashtag qui s'appelle #SQLHelp. Quand vous avez une question, vous postez sur Twitter cette question, vous la faites suivre, vous la faites précéder de ce hashtag-là, et vous avez toute une communauté de gens partout dans le monde qui monitorent ce tag et qui pourront vous répondre à toutes ces questions. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'habitude de mentionner nos comptes Twitter, parce que c'est aussi un bon moyen pour nous de communiquer sur les événements, sur ce qu'on fait, et aussi de répondre à vos questions à travers ces hashtags. Voilà. Hop. Voilà, on remercie donc nos sponsors, sans qui l'événement ne serait pas possible. Ils sont là, ils sont présents tous les ans. Et on va commencer l'agenda. On va découper cette session en 3 grandes parties, puisqu'on est 3 pour vous présenter différentes topologies, avec chacune les avantages et les inconvénients. Mais d'abord, on va essayer de définir un petit peu, avant de démarrer dans les solutions, pourquoi on veut de la haute disponibilité, qu'est-ce que c'est que de la disponibilité, qu'est-ce que c'est que de la non-disponibilité. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les données ne sont pas disponibles. On va voir qu'il faut aussi définir une stratégie en fonction des objectifs qu'on se donne en termes de disponibilité. Toutes les solutions ne seront pas équivalentes, ne seront pas en phase avec nos objectifs. Donc il faudra faire le point de ce qu'on veut faire finalement de notre infrastructure et définir une stratégie de haute disponibilité adéquate. Et on verra les problèmes et limitations de chaque solution. Et on verra les solutions donc des plus anciennes aux plus récentes. On va commencer par le cluster. Ok, plus ancienne juste parce que j'ai les cheveux blancs. Non, c'est le cluster qui est le plus ancien. Donc juste avant de commencer sur la partie cluster, on va quand même revenir un tout petit peu sur les concepts de la haute disponibilité. Définition basique de la haute disponibilité pour moi. Alors chacun peut voir les choses différemment, mais finalement la disponibilité, c'est être capable d'accéder à une donnée lorsqu'on en a besoin et dans un laps de temps acceptable. Donc en fait, on est vraiment sur une globalité. J'ai besoin d'accéder à mes données, donc il faut que je puisse accéder à mon serveur. Donc il faut que ma base soit online, donc il faut que mon traitement fonctionne. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour définir la haute disponibilité. Et on se rend compte que la base de données, c'est quelque chose qui est relativement central dans un SI. Central, pourquoi? Parce que vous avez tous des applications, quelles qu'elles soient, que ce soit du SharePoint, que ce soit vos bases de données de comptabilité, de paye, de production, peu importe, vos logiciels maison. Mais dans tous les cas, vous avez des données. Et donc, sans données et sans base de données, il y a de fortes chances que vos sociétés n'existent pas ou aient du mal, en tout cas, à survivre. On a vu ça, par exemple, avec les crashs des avions sur le World Trade Center. Toutes les boîtes qui n'avaient pas de PRA, qui avaient leur data center, qui étaient dans une des 2 tours ou dans les 2 tours, en fait, globalement, il y a une bonne partie qui a cessé l'activité. Par manque de personnel, malheureusement, mais aussi par manque de système d'information. La non-disponibilité a un coût.
Un coût au niveau du chiffre d'affaires. Si vous êtes un site de e-commerce et que vous n'avez plus de base de données, vous n'avez plus de commandes. Donc votre chiffre d'affaires qui va baisser. Donc clairement, ça a un coût. Et ça a un coût en temps. Vous pouvez aussi mettre 700 personnes au chômage technique parce que votre chaîne de production s'est arrêtée, parce que votre base de données est en rade. Donc clairement, c'est quelque chose qui peut vous coûter énormément. Salaire d'employés, etc. Donc comment est-ce qu'on mesure la haute disponibilité? Alors je ne vais pas vous faire tout le topo sur les 9. Un petit tableau qui permet de se rappeler un tout petit peu ce que c'est que la disponibilité, combien est-ce que vous pouvez vous accorder à perdre, est-ce que vous êtes en 3-9, est-ce que vous êtes en 5-9, c'est des choses qui sont relativement faciles à obtenir. Et après, votre base de données, est-ce que votre base de données doit être online 24 heures sur 24 ou est-ce qu'elle doit être online de 8 heures du matin à 8 heures du soir? Donc en fonction de ce genre de choses, vous êtes capable de mesurer la disponibilité. Donc, quelles sont les principales causes de non-disponibilité? Donc, des coupures de service planifiées. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous pouvez tout à fait intervenir sur vos serveurs. Donc, création, reconstruction d'index cluster. OK. Si vous êtes en édition standard, en édition enterprise, vous pouvez le faire online. Création, reconstruction d'index. OK, c'est fait. Changement de matériel. OK, si je change de matériel, à un moment donné, j'aurai peut-être une petite coupure. Alors, il y a des techniques qui permettent de réduire cette coupure. Par exemple, vous pouvez utiliser du log shipping, comme on va le voir. Vous pouvez utiliser du database mirroring. Mais à un moment donné, vous aurez peut-être une petite coupure de service. C'est à prendre en compte au niveau de votre stratégie. Coupure de service non planifiée. C'est peut-être là-dessus qu'on va s'appuyer aujourd'hui. Perte du data center. OK, j'ai plus de data center. Grosse coupure électrique. Pour une raison X ou Y, votre groupe électrogène n'est pas reparti. Perte de réseau, un coup de pelleteuse malencontreux. Plus de fibre optique, OK, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Catastrophe naturelle, incendie, etc. On descend d'un niveau. Après le data center, c'est le serveur. Je perds mon serveur, plus d'alim, plus de disques locaux, etc. Peu importe, tout ce qui peut cracher sur une machine, on est bien passé pour savoir que ça peut arriver. Ça va vous causer de l'indisponibilité. Problème disque, corruption d'IO, panne de contrôleur, etc. Tout ce genre de choses, vous devez y penser quand vous allez mettre en place votre base de données. Pourquoi? Parce que vous la mettrez en place, mais quelque part, on a dû vous demander un SLA, un niveau de disponibilité. Ensuite, il ne faudra peut-être pas confondre PCA et PRA, la notion de haute disponibilité et la notion de disaster recovery. Ce sont deux choses complètement distinctes. Au niveau de cette session, on va surtout parler haute disponibilité, mais dans les solutions de haute disponibilité, il y en a certaines qui vont attaquer vraiment la partie disaster recovery. Donc, définition d'une stratégie, important. Définissez une stratégie de haute disponibilité. Qu'est-ce que vous voulez protéger? Pensez à ce que ça vous coûte si vous n'avez pas votre base de données qui est en ligne. Donc tout ce genre de choses, alors je ne vais pas m'appesantir dessus, j'ai déjà présenté ce genre de slides et ce genre de choses, que ce soit ici au JSS ou au Tech Days, donc n'hésitez pas à revoir les sessions online. Tout ce genre de choses, c'est quelque chose qui est absolument important. On a beaucoup de démos à vous montrer, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Donc les solutions, alors la plus ancienne, place au vieux, le cluster. Donc juste rapidement, d'un point de vue de la terminologie, la notion de cluster, c'est la notion de grappe, de groupe de serveurs. Ce groupe de serveurs doit être en fait conçu de manière à pouvoir récupérer la charge d'une machine si la première tombe. Donc votre cluster peut avoir 2 nœuds, peut avoir 4 nœuds, peu importe. Votre cluster, c'est un groupe de machines qui va pouvoir, je dirais, non pas se partager parce qu'il n'y a pas d'équilibrage de charge, mais qui va pouvoir être tolérant à la panne. Votre première machine tombe, OK, mon service SQL va démarrer sur la seconde. Donc la notion de nœud, c'est la notion de machine physique, ce qu'on appelle aujourd'hui un serveur, une boîte, une machine, au sens OS du terme. La notion de quorum, c'est des votes. Il me faut avoir la majorité pour que mon serveur, pour que mon cluster soit online. Si vous avez 2 nœuds sur votre cluster, vous ne pouvez jamais avoir la majorité s'il y en a un qui tombe. Il vous faut avoir 3 votes. Donc la notion de quorum, c'est juste l'ajout d'un vote supplémentaire. Un vote qui peut être obtenu soit par du disque, soit par un file share witness, soit par une machine. Donc il y a différents types de quorum, on en reparlera sur pas mal de slides. La notion de SAN, stockage partagé, Storage Area Network. Quand vous utilisez du failover cluster, généralement, et on verra le généralement, on a du SAN. Pourquoi? Parce que je dois partager un disque entre plusieurs machines, entre plusieurs nœuds. La notion de LUN, en gros c'est le volume, c'est votre disque. Ce que l'on appelle un disque, on va l'appeler une LUN. La notion de groupe de ressources, c'est la notion d'application, c'est-à-dire que dans mon groupe de ressources, je vais avoir pour du cluster du FCI, Failover Cluster, je vais avoir une adresse IP, un nom réseau, le service SQL, les disques qui sont associés. La notion de dépendance, impossible de démarrer SQL Server si le disque n'est pas encore online. Donc il faut bien que mon service SQL dépende à la fois d'un nom réseau et d'un disque. La notion d'instance virtuelle, ben oui, tout simplement, quand on va installer SQL Server, on va installer une instance virtuelle. Pourquoi virtuelle? Tout simplement parce qu'elle peut être hébergée à un instant T, soit par le serveur A, soit par le serveur B.
Et comme toutes les vieilles technos, ben, c'est une techno qui est éprouvée. Elle va reposer complètement sur la couche failover cluster de Windows. Quels sont les avantages? Tolérance de panne. Vous pouvez cracher d'un point de vue OS ou d'un point de vue matériel un des nœuds. SQL Server va basculer sur un des nœuds passifs. La granularité, c'est intéressant, c'est que c'est l'instance. Donc tout ce que vous avez dans votre job, donc l'agent SQL, va basculer en même temps. Tout ce que vous avez pu mettre dans master comme procédure stockée, etc., tout va basculer parce que la granularité, c'est l'instance. Donc pas de problématique, je dirais, d'un point de vue de l'instance et de la base de données et des bases de données. Et d'un point de vue de vos clients, ils ne verront rien. Ils verront peut-être une petite déconnexion. Pourquoi? Parce que le nom réseau et l'adresse IP sont virtuels, donc ça ne change pas. Que votre instance virtuelle s'exécute sur n'importe lequel des nœuds, elle va toujours posséder la même adresse IP et le même nom réseau, ce qui va vous permettre finalement d'être complètement transparent d'un point de vue des bascules. Les points remarquables, donc je n'ai pas repris tout l'historique de Windows et de SQL Server, mais dernièrement, qu'est-ce qui est venu? Windows 2012, la notion de quorum dynamique. Si vos serveurs s'éteignent régulièrement, petit à petit, on va pouvoir directement réajuster les votes au niveau du quorum de manière à ne pas mettre complètement offline un cluster et donc les instances virtuelles si par exemple vous perdez 2 nœuds sur les 4. SQL Server 2012 en cluster autorise une TAMDB locale, extrêmement intéressant pour des problématiques de performance. Du coup, vous pouvez mettre des disques SSD par exemple sur vos nœuds. Et ensuite, dès que SQL Server va démarrer, même si c'est une instance virtuelle qui est censée accéder à des disques qui sont sur le SAN, vous pouvez tout à fait utiliser vos disques locaux pour la TAMDB. Windows 2012 R2, la notion de témoin dynamique, David en reparlera tout à l'heure. Et SQL Server 2014, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut créer une instance virtuelle sur un disque CSV. Alors ça peut paraître un petit peu anecdotique, un petit peu, je dirais, en marge de ce qu'on fait d'habitude, mais d'un point de vue de l'administration, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Démo. Ah, il s'est déconnecté, ok. Donc je vais me reconnecter. Je vais juste te demander le temps de passer mon password. Déconnecté. Cool. Vas-y. Non. Allô? L'écran, il ne veut pas switcher. Donc l'instance virtuelle sur disque CSV. Non, il ne veut pas. Il n'est pas branché. Voilà, ça va mieux aller. Ok. Ah, j'ai l'écran qui, tant pis, c'est pas grave. On va faire avec. Ok, donc la notion de disque CSV, donc au niveau d'un cluster, donc de 2 nœuds, de 3 nœuds, de 4 nœuds, peu importe, au niveau du stockage, on a la possibilité d'avoir du stockage partagé, que l'on voit ici au niveau des disques. Et en fait, une des nouveautés de Windows 2012, c'était la possibilité de proposer du clustered shared volume. Normalement, c'est le genre de choses qui était présent pour de l'Hyper-V. En fait, ça a été introduit pour Hyper-V. Et en fait, à partir de SQL Server 2014, on va pouvoir profiter de disques CSV pour mettre du cluster. Autrement dit, ici, j'ai un disque qui est en clustered shared volume. Il n'y a plus, je dirais, de réservation persistante SCSI pour attaquer, je dirais, de la part d'un des nœuds. Et donc, le disque devient propriété d'un nœud. À partir du moment où j'ai un disque CSV, il est accessible par tous les nœuds du cluster. Et donc, moi, j'ai déjà installé un SQL Server sur ces nœuds-là. Et si on regarde au niveau des ressources, j'ai plus du tout de ressources liées à mon disque. Donc, si je m'amuse à basculer mon instance SQL, il n'y a plus du tout de bascule au niveau des disques cluster. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours propriété d'un des nœuds, peu importe, je m'en moque. Et dans tous les cas, je continue d'y accéder. Donc éventuellement, ça peut accélérer des bascules au niveau d'un failover cluster. La deuxième chose, c'est que si je m'amuse à rajouter une deuxième instance SQL, je vais avoir la possibilité de réutiliser ce disque-là. Chose qui était absolument impossible avec des LUN traditionnels. Donc rapidement, je ne ferai pas la démo jusqu'à la fin parce qu'on n'a pas le temps. Mais d'un point de vue de la logique, si voilà, faire un petit clic. Features. Allez, j'aimerais au moins arriver sur les disques pour vous montrer l'écran. Allez, la machine. Elle est fatiguée, je suis désolé. Elle a un petit peu de mal à se réveiller. Oups, il faut que je lui mette I2 par exemple. Instance 2. Instance nommée. Next. Bon, c'est pas grave, sinon vous n'irez pas prendre de café tout à l'heure, si on est en retard.
Allez, ça devrait aller un petit peu plus vite. Décidément. Donc, ça ne change pas. Et c'est sur cet écran-là où, en fait, je peux réutiliser les disques que j'ai déjà utilisés lors de la précédente installation d'SQL Server, donc de l'autre instance. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que d'un point de vue de l'administration, vous n'avez plus qu'à présenter un certain nombre de LUN, et ces LUN pourront être partagés entre les différentes instances virtuelles que vous avez sur votre cluster. Alors d'un point de vue SQL, ça ne va pas changer grand-chose, mais pensez bien une chose, c'est que d'un point de vue admin storage, ça peut avoir une très très grande importance. Ok, on peut reswitcher. J'ai pas le temps malheureusement de faire la démo jusqu'à la fin, mais si vous voulez, je vous la ferai. C'est une machine qui est accessible à distance. D'un point de vue des inconvénients, j'ai un seul problème, c'est mon disque partagé. Mon point de défaillance unique, ça devient mon disque. Ce qui veut dire que si vous perdez votre stockage partagé, vous n'avez plus de cluster SQL, donc vous n'avez plus de SQL Server. Répartition de charge malheureusement impossible, sauf si vous êtes en multi-instance, multi-nœud, auquel cas c'est une répartition strictement, je dirais, manuelle, qui va vous permettre d'équilibrer la charge. Au niveau du coût, assez important, pourquoi? Parce que des cartes fibres, ce qu'on appelle des cartes HBA, des switch fibres, mine de rien, ça a quand même un coût. La durée du recovery, pensez-y, quand vous allez redémarrer l'instance après la bascule, il va falloir faire ce qu'on appelle le recovery sur chacune des bases, relire le journal de transaction, de manière à rejouer les transactions qui n'ont pas encore été validées dans les datas. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et la granularité, c'est la granularité au niveau de l'instance, je l'ai déjà dit. Pour résoudre le problème du SPOF sur mon disque, GeoCluster. Autrement dit, je vais utiliser une technologie, par exemple fournie par un constructeur, HP, EMC, Unisys ou autre, de manière à répliquer physiquement les données entre deux baies, éventuellement deux baies qui sont sur deux data centers géographiquement distants. Cette solution a un coût non négligeable. Et donc en fait, on a la solution d'utiliser d'autres produits tels que DoubleTake, DataKeeper, je ferai la démonstration tout à l'heure. Il y a aussi des solutions qui sont directement embarquées dans SQL Server. David vous proposeront à la fois le database mirroring et les groupes de disponibilité qui nous montreront ce genre de choses. Donc très rapidement, la partie DataKeeper. DataKeeper en fait est un produit de Sios qui permet tout simplement de simuler le fait d'avoir un disque partagé, un disque cluster, alors que je n'ai que du stockage local. Donc en fait, j'ai la possibilité de cliquer, Donc le produit se présente de cette manière-là. J'ai un disque qui est en réplication, donc je vois un disque source sur un serveur source, un disque target. Et ce sont bien des disques locaux, c'est-à-dire que si je prends ici, alors je vais le démarrer en même temps sur le 2 pour gagner du temps, parce que les dieux de la démo ne sont pas avec moi pour changer. Tools, Storage. J'ai prévu des disques locaux sur mes machines. Un disque local qui n'a pas encore été formaté, ni quoi que ce soit, s'il veut bien arriver. Décidément, il m'en voudra jusqu'au bout. Un premier disque local que je vais initialiser, formater. Donc c'est bien un disque local, on est bien d'accord. Initialize, yes. New simple volume. Alors je vais aller très rapidement jusqu'à la fin, puisqu'on se moque des propriétés du disque. La même chose sur la deuxième machine. J'initialise mon disque. Je crée mon volume. J'ai dit que je crée mon volume. New simple volume. Une fois que mon volume est créé, je peux reprendre ici mon DataKeeper et rajouter par exemple un job. Voilà, c'est joli. Un job en fait qui va me permettre de mirrorer entre deux serveurs le nouveau disque que je viens de créer. J'étais sur la source. Coucou la source, previous. J'étais sur le 2, donc maintenant il faut que je me rajoute le 1. Connect. Allez, la connexion, oui, success. Disque F, next. Alors, on peut choisir le niveau de compression, on peut choisir un certain nombre de paramètres, on n'a pas trop malheureusement le temps pour ça. N'hésitez pas à revenir nous voir après.
Donc le mirroring va se mettre en route et il m'a directement proposé de monter le disque dans le cluster. Je ne sais pas si vous avez vu le petit message. Et au niveau de mon cluster, je vois arriver mon disque F. Donc il est en available storage et je peux le déplacer par assign to new role, le déplacer dans le rôle lié à mon serveur SQL. À partir de là, j'ai plus qu'à mettre mes dépendances et mon disque sera utilisable. Donc finalement, j'ai bien une technologie qui me permet d'avoir, au travers d'un stockage asynchrone, un cluster de basculement. Okay. Voilà. On va voir, donc Christophe a amené les différentes solutions, parfois des solutions externes à SQL Server. On va se recentrer sur SQL Server pour le reste des solutions. On va parler de ce qui existe à l'intérieur du produit pour faire justement de la haute disponibilité. Alors, on va se concentrer sur ces 3 technos-là avant de partir sur les groupes de disponibilité. Ces 3 solutions plus ou moins historiques, hein, il y en a certaines qui sont assez anciennes, comme celle-là un petit peu moins, puis le mirroring qui est plus récent, et qui chacune apporte ses avantages, son lot d'avantages et d'inconvénients. Je vais juste rappeler brièvement le fonctionnement basique de chaque technologie. Donc si je pars sur la réplication, historiquement la réplication, c'est une techno qui est très très ancienne. Et le but de la réplication, d'ailleurs, ce n'était pas nécessairement de faire complètement de la haute disponibilité ou du secours. C'était tout simplement de pousser des subsets de vos bases de données sur des sites distants, d'accord, de faire de la répartition géographique de données. Et pas nécessairement de la disponibilité telle qu'on peut le voir avec le mirroring ou le log shipping ou les groupes de disponibilité qu'on va voir un petit peu après. Simplement, on ne pouvait pas la mettre à l'écart parce qu'elle présente aussi des intérêts qu'on rencontre beaucoup dans les systèmes finalement de haute disponibilité. On va voir, entre guillemets, rentabiliser la partie inactive, donc la partie qui est dormante et qui ne va servir qu'en cas d'incident. Et on veut souvent la rentabiliser en la rendant active pour nous permettre parfois de brancher un intranet, un extranet dessus, faire du reporting, etc. Donc on va voir que cette réplication elle a certains atouts, notamment pour répondre à ce besoin-là, qui n'est pas vraiment un besoin de haute disponibilité, mais qui s'intègre quand même à tout ça. Le log shipping, bon, vous connaissez, hein, c'est la solution historique un peu rudimentaire, où le principe, on va simplement faire des sauvegardes de journaux de transactions, on les pousse sur une machine distante et on recharge la base en no recovery, donc base fermée, ou en stand-by en lecture seule. Voilà, donc on est dépendant, c'est assez rudimentaire, il n'y a pas de bascule automatisée, il n'y a rien de vraiment clé en main. Si vraiment on veut faire en sorte de faire des bascules automatisées ou faire de la redirection de connexion comme on peut le faire dans les technos plus récentes, il faudra vraiment le scripter, hein, le créer. Et le database mirroring qui arrive en 2005 et qui est un petit peu la version industrialisée du log shipping où là on ne va plus chercher les transactions dans les sauvegardes de journaux, on va les chercher directement à la source, dans le journal de transactions. On les compresse, on les envoie à travers un endpoint sur le réseau vers une instance distante. Vas-y. Alors, l'idée c'est de dire, ok, chacun de ces outsiders, entre guillemets, a ses avantages, a ses inconvénients. Par rapport aux solutions reines qu'on va voir en fin de cette présentation, il y a aussi pas mal d'inconvénients. Et ce qu'on voulait montrer dans cette présentation, c'est que si on arrive à coupler les 3 solutions ensemble dans une même topologie, finalement, on se rend compte qu'on arrive à adresser plein de besoins qui sont liés justement à votre haute disponibilité pour gérer tout ce qui est donc les indisponibilités planifiées comme les maintenances par exemple, les indisponibilités non planifiées, mais aussi certains types d'erreurs auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, l'erreur de l'utilisateur qui va supprimer des lignes dans une table et qui oublie sa closeware. D'accord ? Ben ça, dans certaines topologies comme typiquement le mirroring, ben le delete, il passe de l'autre côté, c'est fini. On n'a plus moyen de récupérer les données autre que de réappliquer notre stratégie de sauvegarde, nos backups full, nos backups transactionnels. Okay. Donc le log shipping peut avoir son intérêt. Et la réplication pour la partie reporting. Donc si on combine les 3 technos ensemble, on arrive à une topologie qui peut ressembler à ça. C'est ce que je vais vous montrer dans la démo avec un premier serveur qui est notre serveur principal, donc, sur lequel on a toute notre activité de TP. Donc une base AdventureWorks qui va être mirrorée sur un deuxième serveur numéro 2 qui nous servira de secours dormant. Donc on a un database mirroring synchrone classique. Okay. Et puis donc ça va répondre à mes premières problématiques d'indisponibilité planifiée. Donc j'ai besoin de passer des patchs, etc.
je pourrais utiliser cette solution-là pour minimiser la disponibilité, mais également mon indisponibilité non planifiée en cas de crash. Et puis pour répondre à d'autres problématiques telles que l'erreur utilisateur, par exemple, je peux utiliser vers une troisième machine une solution de log shipping. Donc je vais générer des sauvegardes transactionnelles de ma base AdventureWorks, je vais les pousser vers ma troisième machine et je vais restaurer les journaux une fois toutes les 8 heures, par exemple, pour me donner un délai de réaction en cas de problème utilisateur, en cas de suppression accidentelle. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et enfin, à des fins de reporting, parce que j'ai besoin aussi d'avoir des données en reporting, je ne peux pas mettre mon reporting sur ma base TP, je ne peux pas envisager de dégrader les performances sur ma base transactionnelle, donc je déporte la logique avec la réplication transactionnelle sur cette troisième machine, et ça me permet de répondre à mon besoin de reporting. C'est ce qu'on va voir dans la démo. J'espère que les dieux de la démo seront avec moi aussi. C'est vrai que moi, t'inquiète. On va voir. On va voir. Donc voilà, j'ai mes 3 instances. J'ai mon premier serveur qui est ici, avec ma base AdventureWorks, qui est qui est plus disconnected normalement, puisque voilà, j'ai redémarré mon secondaire, donc qui est principal, synchronisé. Je vous montre rapidement les deux autres. Voilà, ici ma base secondaire, et ici mon troisième serveur. Sois gentil avec moi. Voilà, où j'ai mes deux bases, ma base AdventureWorks DSS, donc qui est l'abonné de la réplication. Un des intérêts, on va en reparler tout de suite après, dans les bénéfices de la réplication, c'est qu'on n'est pas obligé, à des fins de reporting, de répliquer l'intégralité de vos données. Si vous avez des bases qui font plusieurs centaines de gigas, voire plusieurs téras, vous n'êtes pas obligé de dupliquer cette volumétrie-là à des fins de reporting. Vous pouvez choisir que les données dont vous avez réellement besoin pour du reporting et les pousser à travers la réplication. Donc là, dans l'exemple, dans les faits, j'ai récupéré que les tables des schémas production et sales pour minimiser un peu la volumétrie. Et puis, j'ai une troisième base de données, enfin une deuxième sur cette instance-là, qui est ma base de log shipping, qui est ouverte en mode stand-by, en lecture seule. Okay. Donc pour le principe de la démo, vous allez voir, c'est très très simple. On va juste faire du proof of concept. On va juste pousser une modification sur notre machine principale, vérifier que la modification arrive bien côté abonné. Et le principe après, c'est, je vais vous montrer comment quand on bascule la base AdventureWorks sur le miroir, cette réplication continue à fonctionner sans qu'on ait rien à faire. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, alors j'ai une petite table comme ça, voilà. Je vais aller modifier la dernière colonne, la colonne Modified Date qui est ici. Donc, alors je ne sais pas si je peux faire de zoom it là-dessus, si, voilà, qui est en date de 2005. Donc je vais aller modifier les lignes dans cette table. Okay. Et donc on voit bien que ma modification était prise en compte 10h58. Je vais aller me précipiter sur mon abonné. Et je vais aller récupérer mon agent, mon moniteur de réplication. Alors vous voyez dans mon moniteur de réplication, j'ai déclaré 2 publishers. Donc déjà, ça vous donne une indication de comment ça va marcher, cette histoire de miroir de publisher. Et si j'ai un peu de chance, je vais voir passer ma transaction ici. Alors, il faut que je fasse une petite combinaison de touches pour vous montrer ça. Donc, donc toutes mes lignes ont été modifiées, poussées sur l'abonné. Je vais quand même vérifier qu'elles sont bien là. Rapidement, voilà, je fais un select dans la table. Et j'ai bien mon 10h58 sur l'abonné. Donc pour l'instant, pas de grosse surprise. On a des données, on modifie, il y a une réplication, ça marche. Okay. Il n'y a pas de surprise énorme. Okay. Bon, on va basculer cette base AdventureWorks sur la machine numéro 2. Voilà, donc on va vérifier le statut ici de notre base. Il est bien passé miroir synchronisé. On va sur la 2. Il est bien passé principal synchronisé. On va faire la même chose. OK. Donc, je vérifie ma date. Alors oui, forcément, je m'étais fait déconnecter. Donc voilà. Donc, je suis bien à 10h58. Je vais refaire un update. Tac. Je revérifie ma date. À 10h59 cette fois. Même chose, on va se précipiter sur notre abonné. Alors,
Et là, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, retrying failed command de la part du log reader sur la première machine. Il n'arrive plus à se connecter au journal de transaction de la base parce qu'on l'a basculé. La base est passée en mode restoring. Par contre, on voit que la publication a basculé de ce côté-là. Alors, il va mettre un petit peu de temps. Alors, on va quand même aller vérifier. Alors, des fois, le moniteur de réplication, il met un peu de temps à se synchroniser. On va vérifier qu'on est bien passé à 10h59. Voilà. Alors, comment ça marche? Comment est-ce que les agents de réplication qui s'exécutent sur la machine de distribution, qui est celle-là, savent que la base a basculé? Pour ça, il faut deux choses. Il faut aller sur votre distributeur, qui est donc ma machine numéro 3. Il faut lui dire, tu n'as pas qu'un seul publisher dans cette topologie, tu en as deux, potentiellement pour la même publication. Donc je vais aller déclarer mes deux machines comme publisher pour la même publication. Okay? Et il y a une deuxième chose à faire, c'est de dire aux agents qui vont se connecter à la base primaire, qui sont le log reader et l'agent de snapshot. Il va falloir leur donner une petite info complémentaire qu'on va aller voir ici. Dans les paramètres de démarrage de chaque agent, donc c'est à l'intérieur d'un job. Hein. Je ne sais pas si vous êtes familier de la réplication, mais en fait, chaque agent a son exécution qui est encapsulée dans un job. Et ce qu'on voit à la fin ici, c'est qu'à l'intérieur des paramètres de démarrage de chaque agent, je vais lui rajouter ce paramètre Publisher Failover Partner pour lui dire, avec ta logique de retry qui est implémentée dans ton code, si tu n'arrives pas à te connecter à la base principale, tu bascules pour essayer de te connecter sur la base miroir. Et donc j'ai le même paramétrage avec l'agent de snapshot. Ok, on va regarder la dernière petite démo, et puis ensuite je laisserai la main. Pour mettre en évidence qu'est-ce qui se passe quand... Alors je vais rebasculer d'abord, peut-être. Voilà. Donc j'étais sur la machine 2, je rebascule sur la machine 1. Ok. Je reviens sur la machine 1, je vérifie mon statut. Ok, principal synchronisé. On va mettre en évidence ce qui se passe. Alors là, j'ai des lignes. L'idée, c'est qu'un utilisateur va supprimer des lignes dans une table de référence, Sales Order Header, donc qui référence les ventes, et puis avec une contrainte cascadée sur une table de détail, et on va supprimer une commande, okay, par erreur. Donc on va vérifier que la commande est bien là d'abord, hein, évidemment. Alors je ne suis pas dans la bonne base. Okay, donc j'ai bien mes lignes dans ma table d'en-tête et mes lignes dans ma table de détail. Et puis j'ai mon utilisateur qui supprime malencontreusement, c'est bête, les lignes dans la base. Okay. Et là, je suis bien embêté. Eh bien, grâce en fait à ma solution de log shipping, ici, au niveau des dépendances, j'ai rajouté, non, c'est ici, un serveur lié qui s'appelle LSRescue et qui pointe vers mon serveur numéro 3 et qui pointe vers ma base qui est en standby mode. Et ça me permet directement à distance d'aller récupérer les données sur mon serveur lié. Je ne suis pas obligé de les sortir de ma machine numéro 3, les transférer, etc. Donc c'est une manière un peu plus optimisée, on va dire, un peu plus simple de remonter les données. Donc là, par exemple, de la table d'en-tête. Donc à partir de là, je peux récupérer mes données de ma table d'en-tête et faire un insert select en fait directement dans ma table, donc récupérer les données que j'ai perdues. Je fais pas un merge. Ah oui, avec un serveur lié. Oui. L'année prochaine. Et je récupère mes 11 lignes. Et à la fin, j'ai récupéré mes lignes assez rapidement. Ok. Voilà, on peut basculer sur la presse. Juste pour récapituler un petit peu les avantages, les inconvénients. Voilà. Alors les intérêts de la solution, pour ce qui est du database mirroring pur, ben, ça va nous permettre de pallier à toutes nos problématiques d'indisponibilité volontaire ou involontaire, on va dire. Si on perd la machine, si on perd le stockage, alors oui, par rapport au cluster. En plus, on a bon, Christophe a montré qu'il y a des moyens de contourner la problématique du point de panne unique sur le stockage en utilisant différentes technologies, mais globalement, de base, ça reste un point de panne unique. Le mirroring, lui, permet de faire sauter cette contrainte-là, avec avoir un stockage local sur chaque site. Donc en cas de problème, tout simplement, on bascule le miroir comme on l'a fait. Et ce qu'on a vu, c'est que le miroir, la machine miroir, est aussi paramétrée pour reprendre le rôle d'éditeur et source du log shipping. Donc vous basculez votre instance
et par exemple, votre intranet continue de fonctionner. Okay. Alors, ce qu'on voulait aussi mettre en avant dans cette topologie, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de comparer un petit peu la réplication contre les réplicas en read-only des groupes de disponibilité en termes de reporting. Alors d'abord, en termes de volumétrie, je vous ai dit, je n'ai pas dupliqué toute la base. Si j'avais une base qui faisait 2 terrains, je n'ai pas dupliqué 2 terrains, j'ai juste dupliqué les schémas qui m'intéressaient. Un autre avantage qui est assez important quand on fait du décisionnel, c'est qu'on n'a pas les mêmes types d'index sur une base TP et sur une base décisionnelle. Et sur des réplicas en lecture seule, vous ne pouvez pas créer les index que vous voulez pour faire du décisionnel. Sur une base répliquée sur un abonné, la base elle est ouverte en lecture-écriture, vous pouvez créer les index que vous voulez. Donc vous pouvez créer une base qui réponde vraiment à vos besoins de décisionnel de reporting. C'est une topologie store and forward, ça veut dire que entre le moment où je fais ma modification sur ma base source et le moment où elle arrive sur ma base abonnée, elle va passer par une zone tampon qui est la base distribution. Ça veut dire que si je perds le réseau quelque part entre mon instance 1 et mon instance 3, les transactions qui ne sont pas envoyées ne vont pas se retrouver à s'empiler dans le journal de ma base primaire. Donc je n'ai pas un impact direct sur ma machine primaire. Je vais d'abord bufferiser ces transactions dans la base distribution, ce qui me permet d'être plus souple et plus indépendant en cas de problématique de coupure réseau avec mon 3e site. Il y a évidemment un gain sur le coût. Mes 3 instances, j'aurais pu les faire tourner en édition standard ici. D'accord. Donc, je ne suis pas du tout lié au fait d'être en édition entreprise. Je peux faire du scale-out sur mes abonnés. Ici, j'ai créé qu'un seul abonné, mais je peux en créer 10 si je veux. Si je veux faire de la répartition de charge. Et je peux mettre ces 10 abonnés dans un cluster NLB, par exemple, et faire automatiquement une répartition de charge en lecture sur ces différents abonnés. D'accord. J'aurai plus de limitations avec les groupes de dispo, comme on va le voir, qu'avec des abonnés en réplication. Et j'ai moins d'adhérence avec un domaine que je peux en avoir avec des groupes de dispo ou un cluster. Je peux être en workgroup typiquement, je ne suis pas obligé d'être dans un domaine. Par contre, il y a des inconvénients. Hein, il y a un problème de réactivité, effectivement, il n'y a pas vraiment de solution de bascule automatisée, sauf si on met un witness en place pour le miroir. On peut effectivement utiliser également la base mirrorée avec un database snapshot pour faire du reporting. Ce n'est pas très pratique. D'un autre côté, on a la réplication qui répond à notre besoin, donc ce n'est pas un inconvénient très gênant. Par contre, il y a le problème de la complexité d'avoir imbriqué 3 systèmes dans une seule topologie. Donc ça rend les choses un peu plus complexes à gérer. Je n'ai pas la possibilité d'avoir un point d'entrée unique aussi. Il va falloir que je dise à mes applications TP, vous allez là, et que je dise à mon intranet ou à mon extranet ou mon reporting d'aller sur la base dédiée au reporting. J'ai les problématiques, les risques de conflit en mise à jour que j'aurai toujours avec la réplication, parce que la base est ouverte en lecture-écriture. Problématique que je n'ai pas avec les réplicas en lecture seule. Donc ça sera à vous de mettre les bons droits sur le user qui va lancer les reports ou qui va gérer les accès à la base depuis votre intranet ou votre extranet. Et enfin, ça reste un petit peu rudimentaire, notamment la partie, je ne l'ai pas montré dans la démo, mais la bascule du log shipping, elle ne se fait pas automatiquement, naturellement. J'aurais pu le scripter. Mais quand vous basculez, il va falloir penser à désactiver les jobs d'un côté, les réactiver de l'autre. Ça reste qu'une protection que pour les erreurs utilisateurs, mais n'empêche qu'il faut le penser. Donc, il faut y penser. Donc, ça rajoute un peu de complexité au niveau de la solution. Vas-y. Et voilà. Ok. Donc on va passer à la dernière solution qu'a sorti Microsoft SQL Server pour la haute disponibilité. Donc le but, vous l'avez compris, c'est un peu de gommer tous les inconvénients qu'ont pu citer mes collègues durant la présentation. Alors, SQL Server Always On, c'est quoi? Bon, on va parler un peu de terminologie. Je reprends après la même trame que mes collègues. Donc c'est quoi? C'est des groupes de disponibilité, c'est des réplicas, on va parler de cluster. Pourquoi? Parce que Always On se base sur une couche cluster. Qui dit cluster dit nœud cluster, évidemment, dit quorum. Le quorum est très important dans un groupe de disponibilité, puisqu'on se repose sur une couche cluster, au même titre que SQL cluster, des instances virtualisées cluster. C'est un paramètre très important. On a du stockage asymétrique, la possibilité d'utiliser du stockage asymétrique, donc en fait avoir du stockage sur des sites distants et pour pouvoir faire du disaster recovery par exemple. On va parler de réplication synchrone et asynchrone. Pourquoi? Parce que Always On finalement c'est du cluster plus du mirroring plus. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on arrive à se faire une idée de ce que peut être Always On. Alors
moi, je vais commencer par les avantages et inconvénients, on va terminer par la démo, si vous voulez bien. Donc les avantages des groupes de disponibilité d'Always On, la tolérance de panne. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir subvenir, répondre aux pannes matérielles, logicielles et à la corruption physique de données. Au même titre que le mirroring, vous avez une corruption, et vous avez un système automatique de réparation qui vient chercher sur les réplicas primaires ou secondaires les pages de données et qui potentiellement ces mécanismes peuvent réparer vos données, bien sûr dans la mesure du possible. On a une connexion unique de points d'accès par rapport au mirroring, comme disait David tout à l'heure. Oui, on passe par un point d'accès client, on est dans un système cluster. Donc c'est un point d'accès client que va connaître l'application, et c'est ce point d'accès client qui va basculer sur les nœuds de cluster et donc les réplicas sur la couche supérieure. Donc transparente pour l'application. On a aussi le système de listener avec Always On. David parlait tout à l'heure, oui, on est obligé, si je veux faire de la lecture, il va falloir que je dise à mes applications de se rediriger sur tel serveur. Et si je veux faire de l'écriture et de la lecture sur tel serveur, avec le listener, il suffit de lui passer un paramètre, de dire je veux faire de la lecture, et automatiquement, via ce listener, les connexions sont redirigées automatiquement vers les réplicas secondaires qui seront candidats à ce rôle. La granularité n'est pas la même. Au mirroring, on parle de database mirroring, justement, donc d'une base de données. Donc une session mirroring concerne une seule base de données. Si vous avez des applications qui utilisent plusieurs bases de données, ce qui est plutôt courant, vous pouvez potentiellement avoir une base de données sur un serveur et une base de données sur un autre serveur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Votre application ne fonctionnera plus. Avec Always On, vous avez un conteneur, vous mettez un ensemble de bases de données, et c'est ce conteneur, donc l'ensemble de bases de données, qui va basculer en même temps. Donc très pratique pour les applications comme SharePoint, comme d'autres applications multibases. Donc voilà. Ensuite, une meilleure rentabilisation des serveurs secondaires. Alors c'est vrai que les anciennes fonctionnalités de haute disponibilité permettaient déjà de faire ça, mais au prix d'une certaine mise en place. Par exemple, le mirroring, pour pouvoir faire de la lecture seule, c'est du snapshot en plus, donc une édition enterprise finalement. Le log shipping, on peut le faire, mais on a deux modes. Soit on déconnecte les utilisateurs, soit on attend que les utilisateurs se déconnectent. Dans ce cas-là, le rafraîchissement des données n'est pas forcément garanti. Là, on peut faire de la lecture seule en temps réel. On a un mécanisme qui permet de faire ça. On peut aussi décharger les sauvegardes sur les réplicas secondaires. Donc, si j'estime que l'activité de sauvegarde va potentiellement gêner mon activité principale, pourquoi pas déporter mes sauvegardes sur d'autres réplicas. Le stockage, on n'a plus besoin de stockage partagé comme le cluster. On utilise la couche cluster de base, mais on n'a pas besoin de stockage partagé. Pourquoi? Parce qu'on est sur le même système que le mirroring. On peut avoir du stockage asymétrique et local. Donc on va pouvoir tout simplement dire, voilà, je peux très bien avoir du stockage local, DAS, performant, ou utiliser bien d'autres techniques autres que le stockage partagé. La complexité, c'est un point important. Pourquoi? Parce que David disait tout à l'heure que pour pouvoir répondre à un ensemble de solutions, il fallait mettre en place plusieurs solutions, combiner plusieurs solutions. Donc ça veut dire maîtriser plusieurs solutions et gérer plusieurs solutions de haute disponibilité. Là, vous n'en avez qu'une. Et je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Et une pour gérer vraiment tous les scénarios de haute disponibilité et de disaster recovery. Les points remarquables aussi, donc je ne reviens pas sur ce qu'a dit Christophe, le Windows 2012, le Chrome Dynamic, il l'a déjà expliqué. Donc SQL Server 2012 et SQL Server 2014, c'est la possibilité d'avoir 4 réplicas secondaires et maintenant 8 réplicas avec SQL Server 14. Et avec Windows Server 2012 R2, on a encore une amélioration du quorum. Christophe parlait tout à l'heure du témoin dynamique. On a le témoin dynamique, on a la résilience du quorum qui est améliorée, on a l'arbitrage des votes qui se fait automatiquement quand vous avez un scénario avec un nombre de nœuds pairs. Automatiquement, le cluster va enlever un vote à un des serveurs pour éviter justement soit le phénomène de split brain, soit tout simplement, le but c'est de garder au maximum le cluster en ligne. Pourquoi? Parce que si vous n'avez plus de cluster en ligne, vous n'avez plus de groupe de disponibilité. Alors,
Voilà, moi j'ai choisi de vous présenter ça. Donc l'architecture suivante, donc qu'est-ce qui va se passer? On a un réplica primaire, avec bien sûr l'activité de lecture et écriture sur ce serveur, un réplica synchrone qui va me permettre de faire du failover. Donc ça, c'est mon scénario de haute disponibilité. Un autre réplica synchrone, si jamais je perds celui-là, par exemple, je peux basculer manuellement sur mon deuxième réplica sans perte de données. Et ben, comme il est en stand-by, je vais l'utiliser pour faire des backups, par exemple. Ici, j'ai 3 réplicas secondaires en plus. En réplication asynchrone, je suis sur un autre site, par exemple, sur un site distant. Et je vais dire, pourquoi pas les utiliser en lecture seule. Alors là, je vais pouvoir utiliser soit le mécanisme de redirection automatique que propose SQL Server pour la redirection de l'activité en lecture seule, soit je peux tout simplement utiliser directement les noms des serveurs et faire du round robin. Donc on verra tout à l'heure dans les inconvénients. Bon, le listener est bien, mais il y a quelques inconvénients. Ok, donc on va passer à la démo. On va essayer de faire ça dans les temps. C'est moi le prochain speaker. Ouais. Voilà, déjà les dieux de la démo sont plus avec moi. Ok, très bien. Alors, déjà, parlons un peu de... Bon, il y a eu pas mal de démos de groupes avec Always On, notamment de Christophe. On va essayer de vous montrer quelque chose, on va essayer de faire original, c'est pas forcément gagné. Donc, la première chose que je vais vous présenter, c'est le fameux quorum dynamique. Donc là, j'ai un cluster de base. Donc voilà, qui s'appelle Win 2012 Clust, pour faire original. Et voici ma configuration. Voilà. Au niveau de mon quorum et des poids de vote des nœuds dans cette situation-là. Ici, j'ai ce que je pouvais avoir en fait avec 2008 R2. Donc je peux donner statiquement, je peux paramétrer. Je lui dis, voilà, tel ou tel serveur ne pourra pas entrer, ne pourra pas voter lorsque je devrais faire le quorum. Ça peut être utile quand vous avez des sites distants, vous avez une coupure réseau. Admettons que vous ayez une architecture à 3 nœuds, votre site distant il tombe, votre deuxième serveur tombe, vous avez plus qu'un vote, donc votre quorum ne se fait plus. Vous pouvez enlever un vote et par exemple rajouter une ressource témoin pour garder le quorum en ligne. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est le quorum dynamique. Alors là, je suis dans une configuration à 6 nœuds. La configuration à 6 nœuds, automatiquement, le cluster Windows a enlevé un vote à un des nœuds. Pourquoi? Si jamais je perds le réseau ou éventuellement je perds tous mes nœuds, le but c'est de garder quand même en ligne le quorum, le cluster, le plus longtemps possible. Donc ce que je vais faire, je vais faire tomber le service de 3 nœuds. Voilà, mais bon, ça c'est bien. On va regarder. On va le faire un par un, parce que des fois qu'il n'aime pas. Qui est précieux aujourd'hui. Ok. Vous voyez ici qu'automatiquement, bon, je vous montre Zoom It, je maîtrise maintenant, donc voilà. Vous voyez qu'automatiquement, le calcul du quorum se refait automatiquement. Oui, j'ai enlevé, ici, bon, bien entendu, mes nœuds sont tombés, j'ai un poids de vote à 0. Maintenant, si je fais tomber le SQL3, on va juste faire tomber SQL3. Voilà.
voyez qu'ici, normalement, on pourrait s'attendre à ce que j'ai encore un poids de vote ici. Mais si j'ai un poids de vote ici et que ce ne tombe, je n'aurai plus de disponibilité. Là, si je fais tomber SQL2, moi qui n'est plus là, eh ben, si j'ai qu'un seul nœud du cluster, mon cluster sera quand même en ligne. C'est quand même une grosse avancée par rapport à 2008 R2, où vous n'aviez pas ce genre de phénomène. Donc le but du quorum dynamique, c'est vraiment d'augmenter la disponibilité du cluster au maximum. Pour nous, c'est intéressant des groupes de disponibilité. Hein, comme je vous ai dit, on est sur une couche cluster de base. Et sans cette couche cluster, eh ben, on n'a plus de groupe de disponibilité. Ok, très bien. Je regarde juste si mes nœuds sont up. Voilà. Et vous voyez que là, le quorum s'est encore réadapté par rapport à ce que j'ai mis par rapport à tout à l'heure. Donc, on va vous montrer. Bon, on a dit tout à l'heure, je n'ai peut-être pas cité tout à l'heure, mais dans les avantages, on avait le support Hackathon avec SQL 14. Pourquoi pas vous montrer sur une démo avec le support SQL 14. Support Hackathon, oui, si je ne me mets pas sur le bon serveur, ça ne va pas le faire. Alors oui, les noms des serveurs, hein, j'ai des neveux et des nièces qui sont fans des comics, donc vous voyez, j'ai ma topologie avec Iron Man, Thor, Hulk, Faucon, Superman. On fait dans l'original aujourd'hui. Ok, donc là, je rentre pas dans le détail de création d'une table Hackathon. Christophe l'a présenté au cours d'une session, déjà, pour ses Tech Days. Non, Tech Days, pour ses JSS, pardon. Donc voilà, là le but, j'ai créé une table Hackathon. Ok, donc voilà, j'ai des données. Le but, c'est de savoir que si je bascule, si je retrouve mes données. Alors, ce que je vais faire, je vais lancer. Hop. Bon. Pendant que mes backups restore se font, je voulais vous parler aussi de tout ce qui est monitoring always on. Parce que ça, c'est on verra, j'anticipe un peu. C'est un des, je ne dirais pas des inconvénients d'Always On, mais il n'y a pas de solution clé en main quand vous mettez du Always On. Vous n'avez pas, à part le dashboard Always On qui vous donne l'état de santé de votre topologie de groupe de disponibilité, vous n'avez pas finalement grand-chose. Il y a certains constructeurs qui ont sorti des solutions de monitoring. Je pense notamment, il y a SCCM qui propose un feature pack maintenant, si je ne me trompe pas. Il y a SQL Sentry qui a sorti quelque chose sur la version 7.5, sur les groupes de disponibilité. Bon, il y a certainement d'autres outils comme ça qui sont arrivés après. Mais globalement, en fait, on n'avait pas grand-chose. Si, on a bien sûr les applets PowerShell, on a les vues système qui nous permettent de pouvoir gérer tout ça. Donc ici, c'est simplement pour... Merci. Ça va. Pour vous faire une petite démonstration, pourquoi en fait, nous, c'est tout à fait possible avec Always On d'utiliser les vues système. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Ça, on a réalisé ça pour un client, donc je me permets de le faire, il n'y a rien de confidentiel. Donc le but, c'est simplement d'utiliser les DMV liés à Always On. Voilà, si j'en prends un, voilà, par exemple. Si je prends ça, vous voyez qu'ici, en fait, on utilise les vues, les DMV Always On, les vues de configuration Always On. Après, il faut faire un peu de script pour pouvoir récupérer ce que l'on veut. Une fois qu'on a fait ça, donc là, je suis sur le 14, donc c'est bon. Et on a mis ça, en fait, dans une boucle. Alors, on peut mettre ça, on peut tester ça tous les 10 secondes, on met ça dans un agent, on laisse tourner le job et dans une boucle infinie. Voilà, j'ai juste à attendre que mes backups se soient... Je ne devrais pas en avoir pour très longtemps. Voilà, ça arrive. Hein, bon. En même temps, on n'est pas dans une session perf, hein, on est dans une session dispo. Je le prends comme excuse. Bah oui, là j'ai 6 réplicas, hein, il fallait...
dans ce dont je vous parlais tout à l'heure, bah, simplement, hop. Bon, je vais le laisser faire pour le moment, je ne voudrais pas le brusquer. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, il a fini ou bien? Tic, 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 tic. Merde, j'ai cassé mon groupe de dispo ou quoi? Merde, j'ai plus mon groupe de dispo. Bon. Je vais en créer un. Donc j'ajoute Thor, je vais ajouter mon Hulk. Voilà, on va en prendre que 3 pour le moment. Hop, Henry Donny. Attends, je vais tous les rajouter finalement. Ouais, les lieux de la démo n'étaient pas avec moi aujourd'hui, c'est bien ce que je disais. Batman et Superman. Voilà, ceux-là, je vais les mettre en application, enfin en lecture seule. Donc mes trois derniers, comme j'ai pu le montrer dans les donc l'Availability Group, CLST ADV 1433. Hop, pardon, merci. Hop. Donc ici j'ai qu'une carte réseau, hein, je suis en démo, après avoir bon ça se discute bien entendu. Je voudrais juste voir l'adresse IP que j'avais, forcément comme je l'ai perdu. Ah ça pas bien, j'ai pas encore activé la licence. Alors, est-ce que le 14, bah, je vais prendre 89 par exemple. Voilà. Next. Normalement, les backups ont dû tous se terminer. Ok, très bien. Donc je skip cette phase d'initialisation de backup restore. Alors au niveau du cluster, bah, j'en profiter pour vous montrer. Hein. Une minute, on en a pour 30 secondes. Presque. On a fait de la session. Donc voilà, les backups sont faits. Hop. Je joins rapidement. Ah oui, forcément, je ne l'ai plus appelé pareil. C'est Adventure Work chez RP. LST.
Donc, je joins mes bases de données, hein, je le fais ici, je devrais me retrouver avec, voilà. Ils sont restés en... Bon. C'est fini ou bien? Ok, elles arrivent au fur et à mesure. Bon, le but était simplement de vous montrer ici qu'on peut avec avec tout simplement un peu d'huile à coudre et du Transact SQL, pouvoir récupérer ici. Là, j'ai un exemple de ce qu'on peut avoir. De mail, par exemple, qu'on peut... Hop, si je mets là-dedans. En cas d'erreur. Ça vous permet en fait de faire du monitoring très simplement. Avoir ce genre de tableau, dire bah voilà, j'ai en fait ici en fait l'état de synchronisation de mes réplicas, l'état de santé, etc. et déclencher des alertes pour pouvoir surveiller en fait vos environnements Always On. Donc voilà, je vais arrêter là. Si on revient un petit peu sur les inconvénients, parce qu'il y a des inconvénients, il n'y a pas que des avantages à faire du Always On. Ah, c'est bon, on vous a dit, il faut trouver des inconvénients, alors trouvons-en. Bah pourquoi? Le coût, il faut une édition Enterprise pour pouvoir utiliser Always On. Ça, c'est pas forcément à l'avantage d'Always On. Pourquoi? Vous savez qu'avec le mode de licence de SQL Server 2012, ça risque de coûter cher, d'autant plus que si... Tout à l'heure, je vous ai dit, oui, on peut faire de l'activité en lecture seule ou des backups sur les secondaires. Oui, mais il va falloir payer. Donc voilà, ça c'est je pense, un des gros inconvénients d'Always On. La limitation du nombre de réplicas synchrones. Moi, j'ai pas mal de clients qui m'ont dit, bah oui, on a 3 réplicas synchrones, j'aimerais en avoir plus. Bah oui, on peut pas, pour le moment, effectivement. La lecture et l'écriture, c'est un seul point d'entrée. Contrairement en fait à ce qu'a dit David, sur la réplication, c'est vrai qu'on peut en fait distribuer les données et avoir plusieurs points d'attaque pour faire de la lecture-écriture. Bien sûr, au prix d'un certain conflit de données. Bon, sur Always On, c'est pareil, ça, c'est vrai que j'ai déjà entendu ça. C'est dommage qu'on puisse pas, au même titre que la lecture seule, pouvoir faire de la répartition de charge en lecture-écriture. La répartition de charge aussi en lecture seule. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est bien, on peut faire la redirection transparente en lecture seule sur les réplicas secondaires, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de répartition de charge comme ça. Pourquoi? Parce que l'algorithme qui est utilisé, il est plutôt basique. On a des routes en lecture seule, des priorités par réplica, et c'est toujours le même réplica qui va être attaqué, quelles que soient les connexions engagées. Donc, dans ce cas-là, il faut sortir de listener et passer par un système externe de round robin, mais en précisant les noms des réplicas. Mais c'est plus de la redirection transparente. Le paramétrage, bon ça, c'est on va dire un désavantage minime. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font par l'interface graphique. Et quand on veut faire de la configuration avancée, il faut soit passer par Transact SQL, soit par PowerShell. Et enfin, le monitoring, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de solution clé en main avec Always On. Pas pour le moment en tout cas. Donc c'est vrai que ça peut manquer. Et il y a pas mal de clients en fait qui sont plutôt demandeurs de ça. Bon, bien sûr, il y a des choses qui apparaissent maintenant, donc ça va être gommé au fil du temps. Donc voilà, j'avais fini pour ça. Bon, on est juste à la bourre, vous êtes censé être dehors depuis 5 minutes, mais c'est pas très grave. Très rapidement, si vous voulez sortir prendre un café, il n'y a pas de souci, je ne vous en voudrais pas. La virtualisation dans Windows Server 2012 R2, c'est vraiment une tuerie. Donc n'hésitez pas à le tester, vous pouvez tester ça sur Hyper-V Server 2012 R2. Version gratuite, donc n'hésitez pas. L'avantage, c'est la flexibilité avec du Live Migration Storage, etc. Donc tout ce genre de choses, si vous voulez en discuter après coup, n'hésitez pas à nous récupérer entre les sessions, on pourra en discuter. Côté haute disponibilité, on a beaucoup de choses côté haute disponibilité, la possibilité de faire du guest cluster très très facilement, parce qu'une des grosses nouveautés de Windows 2012 R2, c'est la notion de shared VHDX. Donc vous pouvez avoir un stockage
partagé pour vos N nœuds Hyper-V, éventuellement 64 si vous voulez vous faire plaisir, 64 nœuds Hyper-V, un stockage partagé. Et sur ce stockage partagé, vous pouvez très bien créer un fichier VHDX et le partager sur tous les nœuds de votre guest cluster. Donc finalement, la virtualisation va vous amener une souplesse supplémentaire pour mettre en place de la haute disponibilité. Donc en fait, on pensait réellement que la virtualisation, c'était quelque chose qu'on devait inclure dans cette présentation sur la haute dispo, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'environnements sont virtualisés pour rationaliser les coûts tout simplement. Donc tout ce qu'on vient de voir, que ce soit les groupes de disponibilité, que ce soit le database mirroring, le log shipping, que ce soit le cluster que je vous ai présenté en début de session, vous pouvez tout faire d'un point de vue de la virtualisation. Donc ce qui a été aussi rajouté par rapport à Hyper-V en version 2012 R2, c'est au niveau du disaster recovery. Si vous utilisez les Hyper-V réplicas, vous pouvez descendre avec une latence de 30 secondes au niveau de votre réplica qui peut être dans un data center distant. Il faut avoir un petit peu de tuyau, ok, mais d'un point de vue du disaster recovery, c'est vraiment une solution qui est très intéressante. Attention seulement à la compatibilité de l'Hyper-V Replica avec d'autres solutions, typiquement Always On n'est pas supporté si vous avez de l'Hyper-V Replica. D'un point de vue exploitation, très simple de déployer une VM. Je pense que vous êtes à peu près convaincus sur ce genre de choses. Ou si vous ne l'êtes pas, je peux vous assurer que vos admin systèmes le sont. Les nouveautés par rapport à la performance, en fait, le VHDX, donc le nouveau format au niveau des fichiers, est extrêmement performant parce que non seulement vous pouvez bénéficier des secteurs à 4 kg, mais en plus, en fait, quand on regarde finalement les tests de perf, on se rend compte qu'on va perdre en gros 6-7% des perfs sur le disque. Mais on a tellement gagné en flexibilité, donc franchement, testez-le et je pense que vous ne serez pas déçus. D'un point de vue Windows, vous avez la possibilité de faire du storage tiering, de la storage QoS. Vous allez sur votre disque et vous pouvez dire ah, ben, je limite la bande passante à temps. Donc ça, c'est des choses qui sont très faciles à implémenter. Alors, il faudrait faire une session Windows que là-dessus. Il nous faudrait encore 1 heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir. On en parlera. Je vais juste vous montrer en 30 secondes la notion de Shared VHDX, qui est une très belle nouveauté par rapport à Windows 2012 R2. Donc, toutes les machines dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, elles étaient toutes virtualisées. Que ce soit mon cluster au travers de SIOS ou mon cluster FCI classique, toutes mes machines étaient virtualisées. Si je prends ici mon cluster FCI1, mon nœud numéro 1, j'ai un disque cluster donc, qui était présenté au nœud de ma machine. Mais quand je prends les propriétés de ma VM, la nouveauté finalement d'un 2012 R2, c'est que mon drive, dans les Advanced Features, ici j'ai un Enable Virtual Hard Disk Sharing, mon disque, mon fichier VHDX qui est sur un stockage partagé est présenté aux 2 nœuds de mon cluster virtuel. Et ça, c'est une très grosse nouveauté parce que ça devient beaucoup plus simple de mettre en place du cluster virtuel. Plus besoin d'ISCSI, plus besoin de mettre des cartes fibres virtuelles éventuellement sur vos machines virtuelles. C'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. La dernière chose, ce que vous permet de faire la virtualisation, vous prenez une VM, clic droit, Move, Live Migration, Best Node Possible, ou le node que vous allez choisir. Pendant que la machine migre d'un nœud à l'autre, elle reste online. C'est ça qui est intéressant. Je n'ai pas du tout le temps de vous faire cette démo-là, mais pendant qu'il y a le Live Migration, vos requêtes continuent de tourner. Elles arrivent sur la machine, parce que de toute manière, la machine ne change pas d'adresse IP, ne change pas de nom réseau. Au pire, à un moment donné, vous avez un tout petit lag, et puis après, vous allez vous reconnecter. Mais il n'y a pas de déconnexion au sens failover cluster tel qu'on l'a habituellement. Les slides. C'est parti. Désolé pour le retard. Merci beaucoup pour votre présence. Si vous avez des questions, on est présent. De toute manière, c'est moi le prochain speaker, donc on peut occuper la salle. Merci à tous. Merci à vous.